Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et oui, émission spéciale puisque nous revenons sur cette réforme des retraites qui provoque un 49.3, qui provoque une motion de censure et qui provoquera peut-être la chute du gouvernement. C'est ce que nous allons suivre aujourd'hui dans ce débat et surtout parler de la démocratie en danger selon de nombreux députés. Ils osent prendre la parole et énoncer quand même ce concept de démocratie, de déni de démocratie. On en parle avec eux et avec notre invité Estelle Youssoufa et Arnaud Benedetti. Alors jeudi dernier, on l'a suivi évidemment tous ensemble 15 minutes avant la lecture à l'Assemblée nationale des conclusions de la commission mixte paritaire qui s'était rassemblée. Eh bien, Elisabeth Borne a engagé la responsabilité de son gouvernement sur ce projet de loi via le désormais très célèbre article 49.3, comme on en est quand même au 11e de ce mandat présidentiel. Et tout cela, ce qui est très beau, tout cela a été fait au nom de la démocratie, comme l'a expliqué Elisabeth Borne. Je vous propose d'écouter un extrait. Aussi, parce que je suis attachée à notre modèle social et parce que je crois dans la démocratie parlementaire, c'est sur votre réforme, sur le texte du Parlement, fruit d'un compromis entre les deux assemblées, que je suis prête à engager ma responsabilité. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023, modifié par l'amendement de coordination communiqué à l'Assemblée nationale. Oui, vous avez bien entendu Elisabeth Borne expliquer que c'est parce qu'elle est attachée à notre modèle social, parce qu'elle est attachée à la démocratie parlementaire, qu'elle engage ce 49.3, donc le 11e de ce mandat. Une démocratie qui a bon dos puisque c'est bien le déni de démocratie qui est aujourd'hui dénoncé par les opposants politiques. 2 motions de censure, je le disais tout à l'heure, ont été déposées, l'une par le groupe Lyotte, l'autre par le groupe RN. Les deux seront examinées aujourd'hui à 16h, on l'a rappelé. Celle du groupe Lyotte, largement transpartisane, a beaucoup plus de chances de succès. Elle dénonce dans son texte une réforme des retraites qui constituerait, et je cite, l'apogée d'un déni de démocratie inacceptable dans sa constance et son mépris de nos institutions de corps sociaux. Je vais vous en livrer un petit extrait de cette motion de censure présentée par Bertrand Pancher et puis un certain nombre de ses collègues. Ça commence comme ça. Le gouvernement a décidé de faire usage de l'article 49.3 de la Constitution sur le projet de la loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023 portant réforme des retraites. Cette décision est donc l'apogée d'un déni de démocratie inacceptable. Je l'ai déjà cité. Le véhicule législatif portant cette réforme des retraites, un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale, témoigne d'un détournement manifeste et inédit de cette procédure parlementaire et de l'article 47.1 de notre Constitution. On reviendra sur ce véhicule législatif. Comment est passé cette loi, ce projet de réforme des retraites. Je vais un petit peu plus loin. Au final, jamais ce projet de loi n'aura été voté par l'Assemblée nationale. Il ne dispose d'aucune légitimité parlementaire. Nulle démocratie sincère attachée à la République ne peut accepter de telles conditions d'examen précitées sur un texte qui aura de fortes incidence sur la vie de millions de nos compatriotes pour des décennies. C'est pourquoi, conformément aux dispositions de l'article 49.3 de la Constitution ou aux articles 153, blablabla, nous, députés et députées, disposons la présente motion de censure. Voilà, et les signataires Lyotte, et maintenant, on va voir qui d'autre signera, qui donc ont suivi cette motion de censure. Et pour en parler, eh bien, nous sommes justement avec une députée Lyotte de Mayotte. Bonjour Estelle Youssoufa. Bonjour à tous. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Évidemment, vous avez signé cette motion de censure. Nous sommes également avec Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire, ancien directeur de la communication du CNRS et auteur notamment, on va prendre le dernier livre de Chaos, essai sur les imaginaires des peuples avec Stéphane Rosès aux éditions du CERF. Alors, une motion de censure, d'abord je vais me tourner vers vous, Madame la députée, qui a, on nous dit, fort peu probable qu'elle soit votée par une majorité.
Malgré tout, elle reste marqueur d'une véritable contestation d'ampleur par les parlementaires. Et vous avez décidé de la signer, pourquoi ? Alors, en fait, notre groupe LIOT rassemble une vingtaine de députés. C'est un groupe parlementaire, ce n'est pas un groupe partisan. Donc nous avons absolument la liberté de vote et l'autonomie par rapport à nos positions. Donc sur les 20 de notre groupe, 15 ont signé le dépôt de cette motion de censure et 5 non seulement n'ont pas signé, mais vraisemblablement ne la voteront pas. Ce sont plutôt les UDI. Les UDI, et c'est important de le signaler parce que notre diversité au sein du groupe est importante et c'est notre richesse. Moi, pour ma part, je n'ai pas signé la motion de censure, mais je la voterai tout à l'heure. Il faut savoir qu'une motion de censure, on ne peut pas voter contre. On ne peut que la voter. Tout à fait. Et donc, c'est pour ça que cet après-midi à 16h, c'est un peu la fin du poker menteur pour les Républicains. C'est-à-dire qu'on va arrêter de se trouver des excuses pour dire je ne peux pas voter parce que c'est les RN qui ont déposé, je ne peux pas voter parce que c'est NUPES, je peux pas... Là, en fait, la motion de censure, c'est oui, point. Ouais. donc ceux qui seront absents, en fait, soutiendront implicitement et mécaniquement la réforme des retraites, puisque c'est la situation qu'a posée Madame la Première ministre, qui en fait poursuit avec l'Élysée une stratégie de pression maximale, puisque une motion de censure, c'est la motion de censure du gouvernement, et explicitement, Madame Borne a dit non, il s'agit de voter pour ou contre les retraites. Alors, c'est quand même une méthode politique, et vous avez entendu tout le week-end se succéder les membres du gouvernement, les membres du parti de la minorité présidentielle, qui, pour Madame Berger, rappellent les petites tractations qu'ont menées certains élus LR. Oui. En fait, faut quand même... faut voir ce qui s'est passé de leur côté. Voilà, faut avoir un peu ce qu'a raconté Pierre Cordier, d'ailleurs, aussi à ce micro. de décence. Enfin, les appels multiples et variés du gouvernement qui propose, qui marchande. Vous en avez eu des propositions, des petites pressions moi, je vais vous dire, je représente la première circonscription de Mayotte. Vous connaissez la gravité de la situation au niveau de la sécurité et de l'immigration clandestine. On en parle souvent. La presse a sorti l'opération de destruction des bidonvilles qui est en préparation, que je soutiens. Et là, on me fait comprendre que, vous comprenez, Madame la députée, de soutenir la motion de censure, ça met en péril cette opération. Alors là, je rappelle juste... attendez, de soutenir la motion de censure empêcherait la destruction des bidonvilles à Mayotte. Donc là, vous imaginez la gravité du chantage. Et je souligne que ce ne sont pas des membres du gouvernement, mais des personnes très bien intentionnées, très proches du pouvoir, qui font passer les messages. Et donc là, quand même, je rappelle que je ne suis pas maîtresse d'œuvre de cette opération, que c'est l'État qui est garant de la sécurité publique, et que si une opération de destruction de bidonvilles, c'est-à-dire de ramener le droit et la sécurité à Mayotte, dépend de questions politiciennes qui sont en fait la recomposition de la droite au sein de l'hémicycle, c'est grave. Mais ça donne une idée aussi de l'impasse dans laquelle on est. Parce que fondamentalement, ce qui est en train de se passer, évidemment, la focale est sur les LR. Et finalement, c'est la fin de la lente agonie de ce parti qui a quand même connu un naufrage catastrophique à la présidentielle. Et on est avec des auto-entrepreneurs de la politique qui sont chacun sur leur propre ligne, c'est l'ubérisation des LR, que sais-je encore, mais au final, le sujet c'est quoi ? Soit certains qui répondent à la ligne du président Sarkozy, de Madame Dati, rejoignent le gouvernement, excusez-moi, soit certains rejoignent les rangs d'Horizon, qui quand même est en train de renégocier sa place avec le président Macron, soit certains restent dans l'opposition et s'opposent en allant soit vers les RN, soit, et ils ont de très très forts à perdre du pied, comme vous l'aurez remarqué avec les déclarations de Jordan Bardella, soit ils restent dans une opposition constructive et rejoignent le groupe LIOT, ce qui est possible aussi, puisque la porte est ouverte. Mais fondamentalement, c'est pas ça le sujet. Moi, je pense qu'il faut quand même ramener ce pourquoi notre groupe a porter cette motion de censure, c'est parce que la situation politique, elle n'est pas tenable. Madame Borne ne peut pas rester à la tête du gouvernement. Elle n'a pas...
Gouverner, ça veut dire avoir une majorité au Parlement. Elle ne l'a pas. Elle n'a pas pu présenter son texte jeudi. Elle a inversé le poids de la... Elle ne peut plus. Et donc, de la majorité. Et donc on demande qu'elle démissionne. Et on demande le retrait de cette réforme parce que elle n'est pas acceptée, elle est injuste, elle n'a pas été aboutie au niveau parlementaire. Une réforme sans les partenaires sociaux, sans les syndicats, c'est pas possible. Et puis, le risque de bascule au niveau de la sécurité générale, de la stabilité du pays est quand même grave. Oui. Alors, le risque est réel. On continue évidemment d'en parler. Arnaud Benedetti, beaucoup de sujets dans le sujet en fait. On a parlé d'abord de la pression maximale. Premier déni de démocratie, on va dire. Pression sur les députés, vous en avez parlé. D'autres députés en avaient parlé avant, notamment des LR d'ailleurs. La méthode politique, toutes ces procédures dites antidémocratiques, vous dites déni de démocratie, vous n'êtes pas les seuls à utiliser ce terme. Déni de démocratie, on le rappelle, l'utilisation du 47.1, de l'article 38, à 2 reprises l'article 44.2, le 44.3, et puis le fameux 49.3. En fait, ce sont que des parce que maintenant on est tous spécialistes 47.3, machin. En gros, c'est que des mécaniques parlementaires pour accélérer, restreindre, contraindre les débats parlementaires. Et empêcher un vrai débat démocratique. Et ça paraît très technique, mais en réalité, ce qui saute aussi au visage de la population, c'est des techniques qui sont certes légales. Personne ne remet en cause la légalité de ces procédures, mais qui posent une question de légitimité politique. Évidemment. C'est ça, et légal, est-ce que c'est légal d'utiliser tous ces articles à la suite on va poser la question du Conseil constitutionnel derrière. Arnaud Benedetti. Écoutez, on est dans une situation qui, à mon sens, est tout à fait exceptionnelle pour toutes les raisons qui ont été parfaitement décrites. C'est-à-dire qu'on a, en effet, ce qui est déjà arrivé dans l'histoire sociale du pays, une opinion majoritairement opposée à une réforme, mais avec un contexte qui est un contexte parlementaire tout à fait nouveau, où peut-être pour la première fois sous la Ve République, nous avons un gouvernement qui dispose d'une majorité relative, ça c'est pas la première fois, mais aussi faible. Et en fait, si vous voulez, le gouvernement et l'exécutif est confronté, j'allais dire, à un vice de forme dès le début, depuis le printemps finalement et depuis les élections législatives, parce qu'on savait très bien que sur un certain nombre de textes qui étaient des textes particulièrement clivants comme celui-ci, comme le sera d'ailleurs plus tard le texte sur l'immigration, il y a fort peu de chances que le gouvernement dispose, si vous voulez, de l'étiage parlementaire pour faire passer sa réforme. Donc pourquoi cette situation est tout à fait inédite ? Parce que peut-être pour la première fois sous la Ve République, un exécutif n'a plus d'une certaine manière la protection ou le confort de la protection des institutions de la Ve République, ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation de très grande instabilité qui est liée d'abord bien évidemment à la situation économique et sociale du pays, mais qui est renforcée de fait par la faiblesse aujourd'hui de la protection institutionnelle que constituait jusqu'à maintenant la Ve République. Donc cette situation est en effet extrêmement complexe et on est dans une impasse politique. Alors j'entends bien ce qui vient d'être dit sur la motion de censure qui vise à faire en sorte que, in fine, Mme Borne se démette de son mandat, enfin en tout cas démissionne. Je ne suis pas sûr que, si vous voulez, la démission d'un Premier ministre suffise à dépasser la crise. Parce que je pense que la crise est beaucoup plus profonde encore que, finalement, la solution qui consisterait... Même une dissolution ? Le problème de la dissolution. Emmanuel Macron a évoqué la dissolution. Le problème de la dissolution aujourd'hui, c'est que de ce que l'on sait du rapport de force politique, de ce que l'on sait de l'opinion publique, il est fort probable qu'on se retrouve avec une Assemblée nationale qui soit encore moins lisible qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est-à-dire avec une Assemblée nationale qui soit à proprement parler introuvable, ingouvernable en termes de majorité. Ceci dit, il va bien falloir à un moment donné qu'on sorte par le haut. Moi, j'ai une idée, c'est que je pense que la Ve République a une ressource qui est une ressource institutionnelle, constitutionnelle, à laquelle le général de Gaulle n'hésitait pas à faire appel lorsqu'il y avait un défi qui se posait à lui, c'est le référendum. Mais on sait que depuis 2005, le référendum... Il est 8h02, on a largement dépassé le temps. Un rapide point sur les informations. Non, c'est les informations d'abord, et ensuite, évidemment, on aura tout le temps de discuter. Les informations avec Corentin Perini. Ligne droite, émission spéciale. Et oui, émission spéciale puisqu'on est sur ce 49.3, sur ce vote possible, potentiel, même si on dit que les choses ne sont pas jouées, de cette motion de censure à partir de 16h. Et puis sur tout ce qu'il y a derrière et le problème de fond de la Ve République. Je rappelle seulement que nous sommes avec Arnaud Benedetti, professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, auteur de Chaos, essai sur les imaginaires des peuples avec Stéphane Rosès aux éditions du Cerf, et Estelle Youssou,
Youssoufa, député Lyotte de Mayotte, qui donc va signer cette motion de censure tout à l'heure. Alors, on parlait tout à l'heure du vice de forme, ce que disait Arnaud Benedetti, du vice de forme dès le début de cette réforme des retraites, de la faiblesse finalement de nos institutions, du problème de fond qui ne serait peut-être pas réglé par cette motion de censure. Eh bien, à propos justement de la remise en question de notre 5e République, je vous propose d'écouter un texte qui est assez parlant, celui de Michel Debré, Premier ministre alors. Il représentait en 1958 la Constitution de la 5e République. C'était le 15 septembre 1958 et on l'interrogeait sur un conflit entre le Parlement et le gouvernement. Écoutez ce qu'il dit. Le rôle du président de la République est de régler les conflits entre le gouvernement et le Parlement. Et il les règle, non pas tant par ses pouvoirs propres de décision, mais par le fait qu'il sollicite la décision du Conseil constitutionnel ou qu'il sollicite la décision par référendum ou par dissolution. Que veut-on dire? Le président de la République créerait un conflit. Par exemple, c'est le seul cas, où il voudrait imposer à l'Assemblée nationale un Premier ministre dont celle-ci ne voudrait pas et à qui elle refuserait la confiance. Il n'y a qu'une manière de régler le conflit et pour le président de la République de marquer son autorité, c'est de donner la parole au peuple par voie de dissolution. Et la peur du suffrage populaire est en vérité l'arrière-pensée de tous ceux qui critiquent, car ils demeurent dans cette idée qui n'est absolument pas républicaine, que la souveraineté nationale est donnée à une assemblée. En réalité, il n'y a pas d'assemblée souveraine. La seule souveraineté, c'est le peuple, et le président de la République fait appel à lui en cas de conflit. Il n'y a pas de méthode plus démocratique. Vous l'avez entendu, il n'y a pas de méthode plus démocratique. Et il cite le référendum notamment. La souveraineté, c'est le peuple. C'est ce que vous disiez, Arnaud Benedetti. Clairement, si vous voulez. Mais la réalité, c'est que depuis 2005, c'est-à-dire que depuis le référendum perdu sur le projet de traité constitutionnel européen, on voit bien qu'il n'y a plus aujourd'hui un chef d'État qui souhaite aller au référendum. Ce qui pose un vrai problème en l'occurrence, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, le meilleur moyen de résoudre cette crise et de sortir par le haut d'une certaine manière et de préserver les institutions serait en effet d'en appeler au peuple et de se soumettre évidemment à sa décision dans un sens comme dans l'autre. Mais je pense que c'est toujours très savoureux d'entendre M. Debré parce que on entend bien le renvoi au LR à leur héritage gaulliste parce qu'en fait, les mêmes qui sont en train de dire vous comprenez surtout pas la dissolution, il se trouve que c'est quand même un petit peu l'œuvre gaulliste par excellence. Donc je pense que l'ironie n'échappe à personne. Mais fondamentalement, au-delà de la question de savoir si, comme certains le pensent, il y a une crise de régime, moi je pense qu'il y a surtout une cohabitation que l'Élysée refuse. La réalité, c'est que le président n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. On est dans une coalition, on est dans une cohabitation qui ne dit pas son nom, que le président refuse, et sa majorité, sa minorité, ne veut pas aller aux élections. Mais sur le fond, le discours qui fuite de la part de l'Élysée, qui est de dire « dites donc à l'Assemblée nationale, tenez-vous tranquille, sinon je dissous ». C'est une trahison, on l'a entendu, de l'esprit de la Ve République tel que réfléchi par M. Debré. Mais sur le fond, c'est alimenter un antiparlementarisme assez crasse. Ça laisse penser que nous, députés, qui avons été élus, je le rappelle, par le suffrage universel, aurions peur des urnes. Oui. C'est peut-être le cas pour certains, mais fondamentalement, nous, élus, ne sommes que locataires du siège sur lequel nous sommes assis. Le propriétaire, c'est le peuple. Il n'y a pas la moindre ambiguïté sur la question. On est en France dans une nation qui est éruptive, qui est révolutionnaire, qui nous rappelle, on l'a vu jeudi, qu'elle est, elle, la garante réelle et le fondement des institutions. Ce n'est personne d'autre. Et je pense qu'il faut quand même l'avoir à l'esprit parce que cette situation de tension qui est extrêmement forte, elle n'est pas tenable à cause de ça. Et je veux rebondir non seulement sur remercier M. Corentin sur le fait qu'il a donné la météo à Mayotte et qu'il fait extrêmement chaud et beau chez moi, mais sur le fond, quand on entend dans le journal la question du rachat du Crédit Suisse par UBS, ça nous renvoie à cette tension sur les marchés financiers, qui est devenue un argument du gouvernement pour dire, vous comprenez, il faut absolument la faire passer. Mais je vais vous dire, c'est d'autant plus un argument qu'il faut absolument changer de gouvernement et mettre fin à cette crise. Parce que la réalité, c'est que dans quelques minutes, on va très vite savoir ce que les marchés financiers pensent de la crise politique en France. Et c'est un vrai risque.
C'est pour ça qu'on ne peut pas continuer ce petit jeu politicien. Il faut non seulement voter la motion de censure, que Madame Borne démissionne. C'est pas une question de personne, c'est une question de rebattre les cartes et de construire cette coalition gouvernementale qui doit accoucher, parce que fondamentalement c'est ça, et puis retirer cette réforme des retraites pour c'est pas retourner, c'est aller à une table de négociation, pas de consultation, de tractation, de négociation, parce que c'est comme ça que se construit la République sociale qui est inscrite dans notre Constitution. C'est pas une fantaisie de parlementaires, c'est pas une guéguerre de politiciens, c'est une crise profonde à laquelle on doit mettre fin. Dans 500 jours, on accueille les Jeux Olympiques. Le pays accueille les Jeux Olympiques. On n'est pas en capacité de faire subir à nos forces de l'ordre une Xème crise où on fait rempart entre on y sera les de toute façon dans la crise. Mais on fait rempart entre les élus et la population. C'est pas tenable, vous comprenez bien. Et moi, je pense que l'insécurité dans laquelle est en train de basculer le pays avec cette nouvelle forme de contestation qui surgit, elle est vraiment un énorme risque qu'on ne peut pas continuer à supporter. Arnaud Benedetti. Si vous voulez, moi je pense qu'il y a une véritable crise de légitimité pour aujourd'hui Emmanuel Macron. Vous ne pouvez pas gouverner contre l'opinion, vous ne pouvez pas gouverner contre les syndicats et vous ne pouvez pas gouverner contre les parlementaires. Ça fait beaucoup. Et ça fait beaucoup, si vous voulez. L'opinion... Alors l'opinion, pardon, j'ai juste rappelé le dernier sondage Cluster 17, 79% des Français jugent que le 49.3 est inacceptable et 74% souhaitent que la motion de censure soit adoptée. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une majorité de Français qui considèrent que le gouvernement de Mme Borne n'a plus les mains et les marges de manœuvre pour gouverner, c'est-à-dire n'est plus légitime pour gouverner. Donc, en effet, on comprend qu'il y ait ce soutien massif de l'opinion publique. À cela, il faut rajouter le fait que Emmanuel Macron se méprend sur le sens de sa victoire. Sur le sens de sa victoire politique. Il considère qu'il a un mandat, que quitus lui a été donné pour finalement dérouler un projet que les Français auraient acquiescé et auquel ils auraient consenti lors des dernières élections présidentielles. Mais on voit bien que cette lecture est une lecture qui est profondément tordue. Les gens qui, à gauche de la France insoumise, ont voté au second tour et parfois assez massivement pour Emmanuel Macron, ne lui ont pas donné mandat pour reculer l'âge de départ en retraite. Donc il y a, si vous voulez, là déjà une forme de mésinterprétation qui est volontaire de la part du président de la République qui finalement accroît la crise. L'autre aspect, c'est qu'il y a un problème aussi de fond avec la pratique du pouvoir par le macronisme. Un problème de fond qui n'est pas apparu avec ce mandat, qui est déjà apparu lors du premier mandat. C'est-à-dire que tout se passe comme si Emmanuel Macron et finalement ceux qui l'entourent, ceux qui gouvernent avec lui, pour une grande part, n'apprenaient pas des épreuves qu'ils avaient déjà traversées. Moi, je suis frappé. On est en train de reproduire exactement les mêmes schémas que l'on a connus en 2018, avec une forme de mépris, parfois de mépris de classe et de mépris social qui est affiché par un certain nombre de porte-parole de la Macronie, qui est insupportable et qui ne fait que jeter de l'huile sur le feu dans une situation où on sait très bien que la situation française est socialement éruptive. Vous l'avez parfaitement dit, elle est éruptive en France, elle est éruptive dans les territoires et dans les départements d'outre-mer, elle est éruptive en Corse, elle est éruptive. Ce qui est pour ça que c'est très intéressant que ce soit d'ailleurs le groupe Lyot qui porte cette motion de censure, parce que c'est un groupe qui est vraiment au plus proche du terrain, qui est au plus proche de cette France, qui est cette France dite périphérique. Donc ça veut dire quelque chose aussi. Si vous voulez, il y a plus que quelque chose de symbolique dans le fait que le groupe Lyot porte cette motion, il y a quelque chose de profondément sociologique aussi. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, le pouvoir ne l'entend pas. C'est vrai que fondamentalement, c'est très juste. C'est-à-dire que le président Macron est le 3e président qui est élu face à l'extrême droite. Et c'est la 3e fois qu'on a un président. C'est la 3e fois qu'on gouverne comme s'il y avait une adhésion. Et en fait, cette logique du pompier pyromane, sans parler de l'abstention, cette logique du pompier pyromane, en disant c'est moi ou le chaos, en fait, les Français, au bout d'un moment, disent ce sera le chaos. Et c'est ça le risque qu'on perçoit, c'est-à-dire que quand on est sur le terrain, dans une situation aussi inflammable, on ne peut pas continuer à être d'une rigidité et d'une surdité pareille. C'est pas possible. C'est-à-dire que quelque chose, ne va pas dans le pays. Effectivement, les dossiers sur la cherté de la vie, l'inflation, les préoccupations des uns et des autres, celles et ceux qui sont
les premiers frappés par l'injustice de cette réforme sont celles et ceux qu'on a applaudis, qu'on a remerciés en disant « vous êtes les premiers de ligne ». Les premiers de ligne pendant la pandémie. Et ce sont eux qui n'ont même pas les moyens de faire grève. Ce sont eux qui soutiennent massivement le mouvement de refus de cette réforme. Sur les territoires dont vous parlez, les territoires ultramarins ou la Corse. Les négociations sur la Corse, l'île de Beauté est une poudrière. C'est la même chose à Mayotte, c'est la même chose aux Antilles, c'est la même chose en Guyane. La situation est extrêmement grave. Il faut signaler qu'on a fait pression sur les députés Absolument. corses pour qu'ils ne votent pas la motion de censure, Absolument. pour qu'ils ne la signent pas. Oui. On leur a dit, on va remettre en cause le processus de négociation si vos parlementaires décident de s'associer à cette motion En de fait, censure. je le confirme. On a eu un certain nombre de députés les aussi. collègues Aquaviva, Voilà. Colombagne et Castellane ont reçu les coups de fil pour leur dire, pour les menacer par tout le rapport monde a eu à cette menace finalement. Non, pour les députés corse du groupe Lyotte ont effectivement été appelés par rapport à ça. Et c'est chacun sur ses dossiers. Mais pour la question corse, c'est très important parce qu'en fait, ce sont des dossiers qui sont réellement, littéralement explosifs. Donc en fait, de jouer son va-tout et sa survie politique en faisant appel à la sécurité publique, en la mettant en jeu dans la balance, c'est quand même une prise de risque qui est insensée. C'est ça qui nous inquiète. Moi, je rappelle, je vais vous donner une situation qui est certes insulaire, mais qui reflète les difficultés pour les autres territoires. Allez-y. À Mayotte, le panier alimentaire, il coûte 174% plus cher que le même panier dans l'Hexagone. Alors qu'il est déjà cher chez nous. 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. La situation, c'est que l'inflation pour l'alimentation, c'est plus 30%. La population à Mayotte mange principalement du riz qui est frappé par la hausse qu'on connaît. Ça veut dire que la préoccupation des habitants, c'est leur survie et leur sécurité, leur survie au quotidien. Et vous avez cette petite querelle politicienne germano-pratine qui nous occupe, et on met tout en jeu. On remet, c'est cette logique de tapis, de coups de poker permanent, de coups, et finalement de coups COUP, c'est-à-dire de violence. Cette violence sur le terrain répond à une violence symbolique, une violence politique, une violence verbale, une violence du silence, une violence de la raideur, qui finalement tend le pays alors qu'on ne peut plus se le permettre. On n'est pas effectivement au premier mandat où le président Macron découvre. On est effectivement avec un président qui a 6 ans de pouvoir, qui a eu la crise des Gilets jaunes, qui a eu la crise à Mayotte, qui a été la première crise du mandat du président Macron, qui a été une crise extrêmement grave, qui a duré 3 mois dans mon département. Et on repart. On est pour un président qui a connu une crise très grave en Corse, une crise extrêmement grave en Nouvelle-Calédonie, avec un échec. Une crise sociale avec les Gilets jaunes. Une crise sociale avec les Gilets jaunes, une crise avec les attentats. Je veux dire, c'est là, on est en pleine période d'inflation. On repart. Je voudrais juste dire, pour possible. rebondir sur ce que dit Madame la députée, il y a quelque chose de très intéressant quand on regarde la façon dont Emmanuel Macron pratique le pouvoir et sa relation à l'opinion et sa relation à la contestation. Il va jusqu'au bout de la non-négociation, et c'est à partir du moment où vous avez un rapport de force qui devient violent qu'il se met en position de négocier. Je prendrai plusieurs exemples. Il y a l'exemple bien évidemment de la crise des Gilets jaunes, mais vous avez aussi l'exemple corse, où pendant des années et des années, il a méprisé la majorité nationaliste en Corse, et il s'est mis à négocier à partir du moment où il y a eu l'assassinat d'Ivan Colonna en prison, qui a créé un émoi et une mobilisation de la jeunesse corse contre l'exécutif. Et c'est à partir de là qu'il s'est mis en position de négocier. Et on se retrouve dans une situation assez similaire aujourd'hui. Va-t-il négocier à partir du moment où la rue commence à s'enflammer? Mais c'est lui qui a une pratique aujourd'hui des institutions qui me paraît une pratique extrêmement dangereuse sur le plan démocratique. Je pense que la question de la responsabilité présidentielle, c'est de rassembler. C'est en ça que c'est inquiétant. Alors, on est pas fondamental. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que cette stratégie de tension, je pense que le pays ne peut plus l'endurer. Parce que on voit que les points de crise sont trop nombreux. Et que, fondamentalement, la France post-pandémie, la France post-Gilets jaunes n'est plus la même. Et que cette logique de dire on n'a plus besoin des corps intermédiaires, parce que quand même la situation des syndicats, elle est le fruit de 10 ans de travail concerté de tous les partis à détruire ce corps intermédiaire. Donc maintenant, après leur dire c'est à vous de ramener, de garder le calme, c'est quand même ahurissant. Le discours pour dire il faut absolument sauver
la Macronie, parce que sinon on bascule dans les extrêmes, c'est des années de tension avec un jeu de pompiers pyromanes, des partis au pouvoir qui se sont succédés pour alimenter les extrêmes, pour dire ensuite je suis le recours. Mais en fait, cette stratégie de tension permanente, là, on arrive à son terme. Oui. Et c'est ce qui... À son paroxysme. Paroxysme. Et je pense que c'est ce qui fait que la population s'est soulevée jeudi. C'est ce qui fait que le risque que nous, on perçoit en tant que parlementaires, et quand on dit c'est un déni de démocratie, nos institutions sont en danger, fort, hein. c'est un... Très franchement, Charles de Courson, c'est quand même pas Che Guevara. Oui. On n'est pas... Non, mais je l'aime profondément, Charles Amédée. J'ai un immense respect pour lui. Et Che Guevara est certes respecté, mais ce que je veux dire par là, c'est que nous ne sommes pas des révolutionnaires. Nous sommes au contraire, et les collègues corses, les collègues antillais, les collègues qui sont dans les territoires, on est au contraire pour une demande d'avoir un État qui fonctionne, avec un gouvernement avec lequel on peut travailler, avec des institutions qui font leur travail, parce qu'on refuse la bascule vers les extrêmes. Donc à un moment, on ne peut pas le faire malgré le chef de l'État, malgré la Macronie, qui les alimente en permanence avec les provocations dans l'hémicycle. Je rappelle quand même que nous, élus du peuple, avons subi 3 bras d'honneur de la part du garde des Sceaux, sans un seul commentaire de la Première ministre. Vous imaginez quand même ce que ça traduit du respect que le gouvernement peut avoir envers la représentation nationale. Il y a un gros problème. Oui, il y a un problème de fond, ça c'est clair. Jusqu'où va-t-il nous mener? C'est aussi notre question du jour. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur on va dire la politique, politique pure de ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée. Arnaud Benedetti, vous nous disiez, parce qu'on sait qu'on est très serré sur les votes DLR, évidemment, tout se cristallise autour des LR. Pour le moment, 5 avaient annoncé voter la mention. Il en manque, donc il en faudrait, je crois, encore 32 si mes comptes sont bons. Et là, vous avez une information comme quoi Aurélien Pradier vient d'annoncer, je crois, sur Europe, qu'il voterait la censure. Moi, je pense que, si vous voulez, il y a 2 lectures chez les Républicains de la situation. Il y a ceux qui sont dans des circonscriptions qui sont des circonscriptions souvent rurales, avec une sociologie, c'est le cas d'ailleurs de M. Pradier dans le Lot, qui est une sociologie rurale et populaire, sont des gens qui sont dans des circonscriptions très hostiles à cette réforme, et très hostiles plus largement à Emmanuel Macron et au pouvoir. Donc c'est le cas d'un certain nombre de députés LR qui ont été élus dans ces circonscriptions. Donc ceux-là ont tout intérêt aujourd'hui à voter la motion de censure, clairement. Ensuite, vous avez d'autres députés LR qui sont élus dans d'autres circonscriptions. Il est évident que la circonscription de M. Ciotti à Nice n'est pas celle de M. Pradier dans le Lot. Donc, et puis il y a ils sont cette dans différence. une logique de parti aussi, il faut le dire. C'est les têtes de parti. Oui, mais enfin, vous savez, moi je pense qu'aujourd'hui, la plupart des parlementaires LR qui ont été élus au printemps dernier l'ont été élus plus sur leur nom, plus sur leur implantation locale que sur l'étiquette LR dont on connaît aujourd'hui l'efficience sur le plan politique. Il suffit de regarder les résultats de l'élection présidentielle. Et sans les financements du LR. Voilà. Et ils peuvent s'affranchir largement aujourd'hui, d'une certaine manière, de l'étiquette. Je rappellerai une chose. Quand M. Ciotti et que même M. Marlex donnent ordre à leurs parlementaires de ne pas voter la censure, je rappellerai quand même, il y a un article qui est l'article 27 de la Constitution. Tout mandat impératif est nul. C'est-à-dire que chaque député, y compris les députés de la majorité, vote en conscience, vote en liberté. Donc c'est à eux de décider pleinement de ce qu'ils vont faire de cette motion de censure, et toutes les consignes finalement sont nulles et non avenues en la matière. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est des LR. Aujourd'hui, on va voir où on en est au niveau du vote, malgré tout, même avec Aurélien Pradier et puis peut-être sûrement d'ailleurs d'autres LR qui ont un vote un peu caché, vous l'avez dit tout à l'heure, ça va être on va révéler toutes nos cartes à 16h. Malgré tout... Il faut rajouter que vous avez aussi, à l'intérieur même de la majorité, c'est important, des voix aujourd'hui très discordantes. Écoutez M. Ramos, qui est député du Loiret, qui est député MoDem, lui aussi dans une circonscription qui est une circonscription rurale. Les propos qu'il a tenus sont des propos que pourraient tenir l'ensemble des oppositions au sein du Parlement. Donc ce qui veut dire que au sein même de la majorité aujourd'hui, vous avez des doutes sur, finalement, le bien fondé non seulement de cette réforme, mais derrière le bien fondé de cette réforme, il y a aussi, je crois, et c'est ça le plus important, c'est pour ça qu'on est en train de rentrer dans une séquence de crise politique, c'est la pratique du pouvoir telle qu'elle est exercée par Emmanuel Macron qui est remise en cause. Mais c'est vrai que fondamentalement, la couverture médiatique s'est focalisée sur les LR. Mais nous savions au sein de l'hémicycle qu'il y avait au moins
entre 3 et 5 horizons, donc qui appartiennent à la majorité présidentielle, qui étaient soit sur l'abstention, soit sur contre, jeudi, et qu'il y avait entre mais encore 3 et 5... parce qu'on nous a dit qu'il entre y 3 avait et un 5, petit oui, rétropédalage. mais c'est-à-dire que et 3 et 5 chez Renaissance. Ça veut dire que fondamentalement, et alors pas mal d'abstention aussi chez Modem. Donc ça veut dire que la crise dans la minorité présidentielle, elle est réelle, et que cette question de recomposition de la droite dans l'hémicycle, c'est ce qui travaille en fait, au fond. Mais ça questionne effectivement la manière dont Mme Berger mène la minorité présidentielle à l'Assemblée. C'est ça aussi. C'est un peu une révolte face à une vision d'une coalition qui soutient le gouvernement, qui en fait ne travaille pas ensemble. Parce qu'il faut se souvenir que dans les semaines qui ont précédé ce qui s'est passé jeudi, il y a eu quand même un vote contre un texte porté par Mme Berger et un vote contre un texte porté par Horizon. C'est-à-dire qu'au sein même de la minorité présidentielle, il y avait eu des votes qui étaient complètement discordants. Et ça traduisait, c'est ce qui me laissait penser, pour moi personnellement, que en fait, il y avait beaucoup plus de difficultés que la focale sur les LR, qui est réelle. C'est la décomposition de ce parti. C'est le point de bascule, la LR, c'est pour ça qu'on en parle. Mais fondamentalement, c'est l'effondrement de la coalition. On le voit avec la mauvaise humeur affichée depuis des mois par Édouard Philippe. On le voit par la grogne, qui est beaucoup plus subtile, mais réelle, du Modem. Et en fait, au sein même de Renaissance, M. Ramos a été droit et clair. Madame Pompili avait quand même été aussi assez franche sur le fait qu'elle n'était pas d'accord. Et ça s'était manifesté sur les questions de l'environnement, parce que le gouvernement, je veux quand même rappeler, a perdu son vote par rapport à la question de la fusion de l'IRSN, et qui est quand même un élément très important sur la question de l'accélération au niveau du nucléaire. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de micro-signaux qui n'ont pas nécessairement été relevés, mais qui traduisent le fait qu'il y a une tension qui est extrêmement importante. Une tension parlementaire et une tension populaire. Ce sera ma dernière question pour Arnaud Benedetti. On le disait, donc les institutions aujourd'hui ne fonctionnent plus. Vous avez dit, dissolution, l'idéal serait un référendum. Comment vous voyez la suite des événements ? Écoutez, c'est très difficile de le dire. En fonction du vote de cet après-midi, si la motion est adoptée, il est clair que Mme Borne remettra sa démission et le président de la République aura un choix qui est assez simple. Soit il renomme un Premier ministre, soit il dissout. Je ne suis pas sûr qu'encore une fois, que dans l'état actuel, il choisisse la seconde option, parce que la seconde option est une option qui, pour lui en l'occurrence, risque de rabougrir sa majorité, c'est-à-dire de le rendre encore moins, efficient sur le plan d'exécutif qu'il ne l'est aujourd'hui. Alors, il l'avait annoncé malgré moi, je pense qu'on est dans une crise profonde. Non, il l'a fait fuiter. Oui, il l'a fait fuiter. C'est pour ça, pour ne pas se dédire. Et c'est ça qui est Il l'a fait fuiter. Et si vous voulez, le pari qu'il pourrait faire, c'est-à-dire la chienlit, et finalement la chienlit va ramener une majorité absolue. D'abord, Emmanuel Macron n'est pas le général de Gaulle en 1968, et surtout la différence fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, l'opinion publique, massivement, soutient les mobilisations sociales. Donc on est dans une situation de crispation extrêmement intense, où encore une fois, je pense que la seule solution qui serait la solution qui permettrait d'une certaine manière d'apaiser, ça serait de passer par un référendum, mais il y a peu de chances aussi qu'il adopte cette solution. Et oui, merci beaucoup en tout cas à vous deux, et on va continuer de suivre cette situation, en tout cas très très forte aujourd'hui à l'Assemblée et dans la rue, parce que ça va continuer dans la rue. Merci beaucoup Arnaud Benedetti, professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire, auteur, je vais citer les 2 livres cette fois-ci, Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir. On est vraiment plein dedans aux éditions du Cerf, et Chaos, essai sur les imaginaires des peuples. On est encore dedans d'ailleurs avec Stéphane Rosès aux éditions du Cerf également. Et merci à vous Estelle Youssoufa. Je rappelle que vous êtes députée Lyotte de Mayotte et que donc vous allez signer cette motion de censure tout à l'heure. Alors à 16h. La voter, oui. Ouais. Merci beaucoup. Eh bien merci beaucoup à vous deux.